Bonsoir à tous. Bienvenue à cette rencontre d'information concernant les mesures de contrôle intérimaire relatives à la conservation des milieux naturels. Je remercie également les citoyens qui sont en ligne, qui se sont joints à nous à distance. D'ailleurs, d'entrée de jeu, j'aimerais mentionner aux gens qui sont en ligne de bien fermer leur micro durant les présentations là, pour éviter que certaines personnes aient de la difficulté à entendre les différents intervenants. Donc, je me présente, Marie-Pierre Boutin, conseillère en gestion des communications à la Ville de Lévis, et c'est moi qui animerai cette séance d'information. On va avoir différents intervenants de la Ville qui vont présenter les différentes facettes de ces mesures. Nous commencerons avec un mot de bienvenue de Monsieur le maire. Par la suite, Mme Fleur Paradis, conseillère municipale et présidente de la Commission consultative de l'environnement, vous adressera quelques mots. Par la suite, nous aurons M. David Boudreau, directeur général développement durable, et Mme Geneviève Coudé-Lévesque, directrice de l'environnement, qui vous présenteront vraiment les détails des mesures de contrôle intérimaire. Je souligne également la présence de M. Guy Dumoulin, conseiller municipal et président de la Commission consultative d'urbanisme et d'aménagement à la Ville de Lévis. Donc, les présentations devraient durer environ 40 minutes, 30 à 40 minutes, et par la suite, nous allons procéder à la période de questions. Je vous informerai à ce moment-là là, des différentes modalités pour venir s'exprimer à l'avant, et aussi les gens en ligne là, pourront poser des questions. Donc, sans plus attendre, je vous laisse au bon soin de M. le maire. Merci beaucoup. Bienvenue à cette soirée d'information, malgré la belle journée, hein, une belle journée qu'on a aujourd'hui, un peu chaude. Alors donc, je veux donc, dans le cadre de cette rencontre d'information, vous expliquer un peu le contexte. Dans quel contexte on se trouve lorsqu'on regarde les zones de conservation. D'abord, ce soir, vous êtes en bonne main avec Mme Fleur Paradis, qui est la présidente de la Commission de l'environnement, et M. Guy Dumoulin, qui est le président du comité consultatif d'urbanisme. Je vous dis ça parce que ça vous donne une idée du rôle que jouent les élus municipaux, parce qu'on a 15 conseillères et conseillers municipaux à la Ville de Lévis, et chaque conseiller et conseillère assume des présidences de comités et de commissions. Ce soir, vous avez la présidente de la Commission de l'environnement et le président de la Commission consultative d'urbanisme, M. Guy Dumoulin. Alors, chaque fois qu'on amène des avis de motion pour amender des règlements ou des usages, M. Dumoulin, à titre de président de la Commission d'aménagement et d'urbanisme, il y a dans la loi de prévu des consultations obligatoires. Il y a toujours des soirées de consultation qui sont organisées. Alors, on en fait peut-être 150 par année facilement. Alors, ça vous donne une idée du rôle que peuvent jouer les élus municipaux. Alors, des fois, vous en entendez pas parler, mais ils sont très actifs dans les divers comités et commissions de la Ville. Alors, également, on a Mme Geneviève Coudé, qui est la directrice de l'environnement, et M. David Boudreau, qui est le directeur général adjoint au développement durable. Je vous explique en gros comment fonctionne l'aménagement du territoire pour que vous compreniez bien comment s'inscrivent les zones de conservation à l'intérieur de ça. Donc, dans le cadre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ici, dans la région, on a ce qu'on appelle une communauté métropolitaine. Cette communauté métropolitaine-là, donc, c'est la Ville de Québec qui en est membre. M. Bruno Marchand en assure la présidence. La Ville de Lévis en est membre. J'en assure la vice-présidence. Et vous avez également la MRC de l'île d'Orléans, la MRC de la Côte-de-Beaupré et la MRC de la Jacques-Cartier qui sont également membres, de même que la Ville de Saint-Augustin de Desmaures. Alors donc, ensemble, on doit faire ce qu'on appelle un plan d'aménagement et de développement qui est en cours. D'ailleurs, M. Dumoulin préside ce comité-là à la communauté métropolitaine et c'est un grand plan d'aménagement qu'on doit faire. Dans ces plans d'aménagement, c'est là qu'on détermine sur l'ensemble du territoire dont je vous ai parlé, là, ça comprend les MRC, on détermine où va être concentrée l'industrie, où va être concentrés les commerces, etc. En même temps, quand on fait ces grands plans métropolitains, le gouvernement du Québec intervient. Comment il intervient? Bien, il dit, dans votre plan métropolitain, c'est obligatoire, vous devez inclure les contenus suivants. Vous devez, et là, je vais vous donner un exemple pour le zonage agricole. Alors là, le gouvernement nous a donné son orientation pour le zonage agricole. L'orientation qu'il a donnée à la communauté métropolitaine de Québec, c'est la même chose dans les MRC que vous retrouvez ici en Chaudière-Appalaches. Aucun empiètement en territoire agricole, minimalement jusqu'en 2040. Ça veut dire que souvent, les gens
vont s'essayer, ils vont demander des amendements à la commission, à la commission, comment on l'appelle, la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, mais compte tenu des orientations gouvernementales, les chances que la Commission les refuse sont à peu près à 100 %. Ce qui veut donc dire, par exemple, que si vous achetez un terrain en zone agricole, puis vous dites, « Hey, de l'autre côté de la rue, c'est urbain, puis je vais faire du développement », bien, oubliez ça jusqu'en 2040. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a des orientations comme ça qui nous sont données par le gouvernement et on doit les intégrer dans nos plans. Alors, c'est la même chose pour les lieux de conservation et c'est la raison pour laquelle, donc, ce que le gouvernement a prévu dans le cadre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est qu'on doit dorénavant inclure, donc, des plans de protection des milieux humides au sein des MRC. Donc, vous avez la grande planification globale qui est faite par la communauté métropolitaine. Quand on descend à un autre niveau, c'est le niveau de la MRC, la municipalité régionale de comté, mais Lévis a un cas particulier, c'est que nous, on est une ville, une MRC, parce que la ville est tellement grosse maintenant que notre ville a un statut à la fois de MRC et de ville. À la MRC, c'est là qu'on définit les grands usages du territoire, par exemple, nos parcs industriels. C'est là qu'on va dire, bien, on ne peut plus installer d'usines, par exemple, comme on a fait il y a une vingtaine d'années. On voulait redonner le fleuve à la population. On a dit donc, toutes les usines qui sont installées, il y en avait dans le secteur de la Traverse, sont décrétées dérogatoires. Et vous avez vu, progressivement, elles sont disparues le long du fleuve et elles sont montées dans les parcs industriels. Pourquoi? On est le long de la 20, puis c'est plus pratique, parce qu'imaginez-vous le camionnage que ça demandait quand des industries sont installées le long du fleuve, etc. Alors, et ça, c'est le schéma d'aménagement qui définit les grandes affectations. Dans ce schéma-là, la loi nous oblige à intégrer, donc, comme je vous disais, le plan de protection des milieux humides, plan qui est travaillé au niveau des MRC et notre ville a d'ailleurs donné un rôle conseil au niveau de la région Chaudière-Appalaches. On était très, très, très proactifs. Grosso modo, l'orientation de la communauté métropolitaine, la grande orientation pour les milieux de conservation, ça a été assez audacieux. C'est que eux, dans les orientations, ils disent 40 % du territoire doit être en zone de conservation. Alors donc, 40 %. C'est énorme, mais il faut dire que c'est à la grandeur du territoire de la communauté métropolitaine. Donc, c'est pas obligatoire que la ville de Lévis aille à 40 % de protection, de conservation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien important que vous compreniez ça. Donc, nous, dans le fond, on a, juste pour votre petite information, on a 47 % de notre territoire qui est en milieu humide. La swamp, on connaît ça. Il y en a 3-4 fois plus qu'à Québec, là, si vous regardez, là, si vous faites des comparaisons. Donc, nous, on est à 40 % de notre territoire en milieu humide, ce qui représente environ 115 km² de milieu humide. Donc, là, le gouvernement nous dit, vous devez assumer un minimum de zones de conservation et protéger les milieux humides et vous devez vous faire un plan que vous devez intégrer dans le schéma. Et à ce moment-là, le gouvernement a prévu des mécanismes législatifs qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. À Lévis, juste pour vous donner une idée, donc, on a, vous ne le croiriez pas, on ne dirait pas ça, hein, mais on a 300 cours d'eau à Lévis. Donc, on a aussi une obligation légale de protéger ces cours d'eau-là. Et s'il y a une contrainte d'écoulement dans un cours d'eau, la loi nous oblige à intervenir, la Ville. Sinon, on peut être l'objet de poursuites. Alors, je vous dis ça. Maintenant, que comprend les milieux de conservation? Ça comprend, bien sûr, les milieux humides. Ça comprend, évidemment, toutes les rives des cours d'eau, où là, on fait des protections de berges. Ça va vous être présenté tantôt. Par exemple, le long du fleuve, la plupart des rives sont protégées. Pourquoi? Parce qu'on veut permettre aux espèces aquatiques de pouvoir se reproduire, mais aussi les oiseaux migrateurs, etc., et pouvoir se nourrir également. Donc, sauf que, évidemment, on n'interviendra pas dans des zones où il y a déjà des industries, par exemple, le quai de Valero, les installations de la construction navale, là où il y a des industries, bien sûr, on ne décrète pas ces zones de conservation-là. Mais règle générale, c'est les milieux humides qui sont touchés, les milieux naturels, les rives des cours d'eau, les crans rocheux. Ça a l'air de rien, les crans rocheux, mais c'est important. Par exemple, ici, dans le secteur de Saint-Romuald, un peu plus à l'ouest, vous avez un cran rocheux qui s'avance, donc qui est situé le long de Guillaume Couture. Et si, demain matin, on l'enlevait,
bien, il y a des quartiers qui seraient directement exposés au bruit des boulevards. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle il faut qu'on protège certains crans rocheux, parce que souvent, ils servent de protection aussi pour les quartiers résidentiels. Donc, ça comprend aussi des grands parcs. Alors, je vais vous donner des exemples de parcs qui sont à des fins de conservation. L'immense parc de Pointe-la-Martinière, on a identifié une dizaine de grands parcs urbains qu'on protège à la ville de Lévis. Par exemple, vous avez le grand parc de la Martinière, que vous connaissez sûrement. On a installé un petit pavillon, etc. Lui, c'est un parc de conservation. Ce qui veut donc dire que ce parc-là, qui fait 1,5 fois la grandeur des plaines d'Abraham, à peu près, est complètement en zone de conservation. Ça veut dire que les activités qu'on peut y faire sont limitées. On ne peut pas faire de construction sur un parc de conservation, mais on peut aménager des sentiers pour la marche. Des fois, quelques pistes cyclables, encore là, faut y aller avec grande attention. Ça, ce sont des parcs de conservation. On a des parcs où on monte d'un cran dans la protection, qui sont des parcs écologiques. On a ici même à Lévis, je vous invite d'ailleurs cet été à aller faire une petite promenade sur la passerelle d'environ 1 kilomètre. C'est le parc de la Grande Paix Bleue à Pétanque, où là, c'est carrément une tourbière. On a eu même de la misère à faire la passerelle parce qu'on a perdu quelques machineries qui se sont enfoncées dans la Grande Paix Bleue. Mais on retrouve là des espèces de plantes sauvages carnivores qu'on ne voit plus ailleurs au Québec parce que ce milieu a toujours été conservé à des fins naturelles. Donc, réserves écologiques sont inclus aussi également. Donc, Grande Paix Bleue, et le gouvernement a dit aussi également, et pour vous protéger, parce que le gouvernement dit, si on ne protège pas plus nos milieux humides, on va se retrouver dans des sociétés ou dans des sols qui vont être de plus en plus asséchés et on va avoir énormément de difficultés quand arrivent les eaux de pluie et tout ça parce qu'il n'y a plus rien pour retenir la pluie et c'est pour ça que les milieux humides jouent un rôle essentiel. Je vous donne cet exemple-là. Alors nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas dans le 40% prévu par la communauté métropolitaine, là, dans les grandes orientations, mais on va passer de 6 à 23% environ, donc de milieux en conservation. Et c'est ce qui va vous être présenté ce soir. Alors, je tenais à faire quand même je tenais à vous donner ces informations-là, parce qu'il faut dire que nous, il faut tenir compte des orientations gouvernementales. On a un nouveau régime législatif provincial qui est implanté. On a une obligation de faire un plan de gestion des milieux humides et ça fait partie de la planification de la conservation qu'on veut se donner. On adopte un règlement de contrôle intérimaire. Un règlement de contrôle intérimaire, le mot le dit, il est intérimaire, c'est-à-dire qu'il est temporaire jusqu'à ce qu'on ait réalisé notre schéma d'aménagement. Ce soir, c'est une séance d'information, mais en même temps, c'est la raison pour laquelle c'est enregistré, mais uniquement pour les besoins d'aller chercher tout ce que vous allez nous donner comme information, parce que d'ici 1 an ou 2, on va réaliser notre schéma, et là, on peut intégrer les éléments que vous allez nous demander à l'intérieur de ça. Alors, c'est intéressant. Alors, l'idée ce soir, c'est de vous entendre. On n'a pas le choix. C'est une orientation gouvernementale. On doit aller de l'avant jusqu'à un certain point. Et c'est un peu comme le zonage agricole. D'ailleurs, je vous l'ai dit en passant parce que les gens se disent « Ah, c'est drôle, hein, mais ça monte en hauteur à la ville de Lévis. » Alors, c'est une conséquence directe du fait que le gouvernement nous interdit maintenant d'étendre notre territoire, notre périmètre urbain en zone agricole. Ce qui veut donc dire que le développement traditionnel qu'on faisait, on ouvre des rues puis on construit, c'est pas mal terminé. Il va en avoir encore, mais il ne reste plus grand place. Alors, c'est la raison pour laquelle les grandes villes en particulier, on est condamné à densifier, on n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, bien, on ne pourra pas accueillir les citoyens nécessaires pour réaliser notre développement économique, parce qu'il faut dire que Lévis connaît un développement fulgurant. Je vous donne juste un exemple. Dans les 2 dernières années, on a accueilli 6 500 nouveaux citoyens. Et avec la construction navale qui s'en vient, ça va être un peu comme l'aérospatiale à Montréal. Et en plus, il n'y a pas de tarification qui touche la construction navale, puisque 80% du contenu relié, par exemple, au brise-glace qui va être construit de 3,2 milliards à la Davie, 80% des contenus doivent être canadiens.
Donc, vous voyez que ça va être un fer de lance extraordinaire dans l'économie pour compenser la tarification que les États-Unis peuvent nous imposer dans certains domaines. Ce qui veut donc dire qu'il faut s'attendre à une explosion. Donc, il faut la travailler, cette densification-là, mais en même temps, il ne faut pas la faire n'importe comment, et c'est la raison pour laquelle on a créé un groupe de réflexion pour voir comment maintenant on va canaliser cette densification-là pour se donner et conserver des milieux de vie agréables. Vous avez vu, par exemple, dans Saint-Roch, ils ont construit un bâtiment d'une quinzaine d'étages, je pense, 17 étages. Vous avez vu le tollé que ça allait amener. Alors donc, vous voyez que la densification, mais Québec est coincé comme nous à Lévis, comme Laval. Vous avez vu même à Laval, eux autres, la mode, là. J'ai parlé au maire de Laval récemment. Eux autres, c'est pas compliqué. Ils démolissent les centres d'achat puis ils montent des tours. C'est ça qu'ils font, c'est la nouvelle tendance, parce qu'avec l'achat en ligne, de plus en plus, les centres d'achat vont devenir une denrée plus rare, et c'est sûr que dans 10-15 ans, on s'en reparlera peut-être. Mon impression, c'est qu'il ne restera plus beaucoup de gros centres d'achat comme on connaît actuellement, Place Laurier, Place Sainte-Foy, etc. Vous avez vu Place Fleur-de-Lys, ce qui est arrivé. Alors, c'est le même phénomène. Alors, à Laval, eux, pour trouver l'espace nécessaire, comme on ne peut pas aller en zone agricole, bien, les promoteurs rachètent des centres d'achat et ils font du développement résidentiel. Alors, donc, je vous dis ça parce que ces orientations-là du gouvernement, on est obligé de les suivre, on n'a pas le choix, mais au fond, en même temps, il faut être conscient d'une chose, c'est que nous, dans le cadre de Vision 2040, parce qu'on s'est donné une vision à l'horizon de 2040, on a consulté des milliers de citoyens, et les deux priorités de nos concitoyennes et de nos concitoyens, maintenant, c'est le premier, je suis sûr que vous l'auriez deviné facilement, c'est la fluidité de la circulation, donc la mobilité des gens, et le deuxième, c'est l'environnement. Donc, c'est la deuxième priorité. Donc, on se doit aussi de tenir compte de tout ça dans un environnement agréable. Alors, ce soir, vous avez été convoqués parce qu'il se pourrait que vos zones soient touchées par la conservation. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous êtes dans des terrains qui sont humides, si vous avez, par exemple, un terrain, une terre complète qui est, comme on dit dans le swamp, hein, c'est l'expression qu'on utilisait quand on était jeune, parce que j'ai travaillé sur une terre agricole chez mon oncle, souvent, puis des fois, on avait en bout de terre là, des zones où, oui, on récoltait le foin, mais des fois, on restait pris souvent, puis c'était compliqué, là, mais disons que vous êtes soumis de toute façon à la loi du ministère de l'Environnement, et vous ne pouvez pas détruire des zones humides s'il n'y a pas des compensations que vous allez devoir faire. Donc, il ne faut pas oublier qu'on part aussi avec des contraintes déjà, peu importe que vous soyez en zone de conservation ou pas, il y a quand même des contraintes importantes que le ministère de l'Environnement vient ajouter donc, dans ces zones-là. Alors moi, je voulais vous donner la mise en contexte. Alors ce soir, vous êtes en bonne main, c'est le rôle de M. Dumoulin et de Mme Paradis, surtout de vous écouter. Vous allez voir ce soir, les gens vont faire une présentation, mais après, on est vraiment en mode écoute. Ce soir, j'ai une autre activité. De toute façon, c'est pour moi qui présiderai les réunions parce que c'est comme ça que c'est prévu à notre ville. Mais je veux vous souhaiter une belle soirée et je veux vous dire aussi que nous, en ce qui concerne la protection du territoire agricole, l'orientation qu'on s'est donnée au conseil municipal, c'est de respecter les orientations gouvernementales. Et on a un comité consultatif agricole. Je vois notre président de l'UPA local, M. Jean-Paul Tardy, qui est ici ce soir, qui était ici hier soir. Merci beaucoup d'être là. Et M. Tardy fait un travail extraordinaire pour la protection de nos terres agricoles. Alors, on a un comité qui roule assez bien, ma foi, je pense, et c'est intéressant, donc, tout le travail qui se fait. Parce que dites-vous une chose, si les gens nous disent on aimerait ça dézoner tel terrain, bien, encore une fois, ça s'en va à un comité consultatif agricole et il y a des représentants de l'UPA qui siègent sur le comité avec des élus, des gens du milieu, et là, les gens regardent est-ce que oui ou non on l'accorde en considérant la loi de protection du territoire agricole. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est plus difficile, c'est très difficile, surtout avec l'orientation que le gouvernement a donnée. Alors nous, on adhère à ça, et puis c'est là qu'il faut vraiment être prudent dans les gestes qu'on fait. Alors, je veux vous donner le contexte. Communauté métropolitaine,
MRC Ville, alors ça vous donne une idée de comment on travaille au niveau de l'aménagement du territoire. C'est complexe, je coupe ça, je vulgarise un peu, mais en gros, c'est des processus assez longs, assez ardus. Alors, bonne soirée tout le monde. Gênez-vous pas hein, pour dire ce que vous pensez aussi, tu sais, de dire, bon, ben moi, ça ne fait pas mon affaire, j'ai tel problème, etc. Parce que nous, au fond, on va sûrement en tenir compte quand va arriver la mouture, parce que c'est un règlement intérimaire temporaire. Quand on va arriver avec la mouture finale du schéma, là, on va rebrasser tout ça à la lumière des informations que vous allez nous donner, entre autres. Et là, on va revenir à nouveau en consultation, n'est-ce pas, Guy? Et il y a plusieurs soirées de consultation même, hein, selon les étapes qu'on va franchir, les avis de motion, etc. Alors, donc, c'est les mécanismes prévus dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis merci beaucoup d'être des citoyens actifs à la Ville de Lévis parce qu'au fond, moi, je le dis toujours, puis je termine là-dessus, c'est vrai qu'on est numéro 1 pour la croissance économique, numéro 1 pour la qualité de vie, numéro 1 pour la sécurité et numéro 1 pour l'indice de bonheur le plus élevé des 10 grandes villes, en passant. C'est pas pour rien. Moi, je dis aux gens, il n'y a rien de plus facile que d'être maire de la Ville de Lévis. On a une communauté tellement dynamique, 5 150 entreprises, 80 000 emplois. Créé ici à Lévis. Imaginez-vous, ce matin, je suis allé à la première cohorte, puis je vous donne juste cet exemple-là pour vous montrer le dynamisme de la ville, à la première cohorte de médecins. 25 nouveaux médecins formés entièrement à Lévis. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on a maintenant notre école de formation en médecine à Lévis, qui est située à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et ça vous donne une idée un petit peu de l'ampleur du développement que connaît notre ville. Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, ben moi, je dis longue vie à Lévis parce que c'est une ville qui est promise à un avenir extraordinaire parce que le milieu qui l'anime est dynamique. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vais maintenant céder la parole à Mme Fleur Paradis. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire, pour cette belle ouverture. Alors, bienvenue à tous pour votre présence et les citoyens qui sont en ligne aussi. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous allons vous présenter les informations sur ce règlement de contrôle intérimaire qu'on a dit RCI. Ce règlement de contrôle intérimaire est en conformité avec la politique environnementale adoptée en 2021. Puis, en 2023, ce fut le plan régional des milieux humides qu'on appelle PRM-HH. Le but de ce règlement est de créer des corridors écologiques pour contribuer au maintien de la biodiversité. Cette gestion des eaux garantit la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de la ville de Lévis. Nous avons un objectif de 30 % de protection. Notez que c'est une cible. Pour aujourd'hui, passer de 6 à 23 %, c'est une belle étape d'avancement. Un des buts est aussi de protéger la nappe phréatique. Nous continuons à identifier les pourcentages restants pour atteindre la cible de 30 %. Donc, vous savez que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Cette cloche de verre que nous plaçons sur les milieux humides va contribuer à les protéger. C'est un moteur essentiel pour la transition écologique. Il est plus facile de les protéger aujourd'hui que de les rétablir plus tard. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc, ce fardeau de conserver les milieux naturels sur le territoire, comme a mentionné M. le maire tout à l'heure, ça revient aux municipalités. Les orientations que nous avons adoptées seront intégrées au règlement d'urbanisme. Avec le développement fulgurant que connaît la Ville, il faut agir aujourd'hui. C'est un défi de conservation pour ces écosystèmes essentiels. Nous allons poursuivre nos efforts de conservation et nous sommes conscients des impacts pour vous, les propriétaires, mais nous avons une responsabilité de protéger l'environnement de notre ville. C'est la richesse collective de la population lévisienne. Merci beaucoup, Mme Paradis. Maintenant, pour présenter les détails sur les mesures de contrôle, M. David Boudreau et Mme Geneviève Coudé-Lévesque. Bonsoir à tous. Merci de votre présence malgré notre première belle soirée presque de l'été.
Je pense que M. le maire et Mme Paradis ont bien mis la table. Vous avez la mise en contexte qui a été mise. Il faut savoir que le territoire lévisien, c'est environ 500 km² qui inclut les rives du littoral du fleuve et le milieu hydrique. Donc, l'objectif, c'est de protéger environ 150 km² du territoire. Donc, on a presque 300 cours d'eau. On a quand même un territoire très varié. On a la même superficie que presque celui que Québec et de Montréal, mais on a un territoire qui est vraiment diversifié en termes de milieu naturel. Pourquoi protéger les milieux naturels? En fait, je pense que l'objectif est assez clair pour nous. C'est un investissement dans le futur. Les milieux naturels, c'est un investissement dans des services écosystémiques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense que ça a un rôle crucial dans plein d'aspects. Il y a la préservation de la biodiversité qui est l'élément de base, mais aussi on protège des éléments ressources naturelles. Ces ressources naturelles-là, on pense à l'eau potable, l'eau pure, à l'air, à des sols fertiles. C'est tous des éléments de base essentiels à la vie humaine dans un milieu de qualité. On parle beaucoup de la lutte contre les changements climatiques. Les milieux naturels, c'est une régulation de nos phénomènes naturels. Quand on a beaucoup d'inondations, des enjeux de crise climatique, les territoires qui ont des milieux naturels en santé, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. On peut parler aussi du bien-être des humains, des valeurs scientifiques, mais il y a des valeurs économiques aussi à ces milieux-là. Donc, il y a beaucoup de critères qui nous amènent à Lévis d'avoir une vision de protéger le territoire avec un objectif de 30 %. Depuis plusieurs années, on travaille en faveur de la conservation. Déjà entre les années 2010 et 2015, les équipes en environnement à la Ville travaillaient pour la protection du territoire. On a atteint 6 % du territoire dans ces années-là, avec notamment l'adoption de un plan de gestion des milieux naturels. En 2021, on a adopté une politique environnementale. Les engagements sont assez clairs dans cette politique-là sur d'accroître la superficie de conservation puis de protéger les milieux humides, hydriques et naturels. Par la suite, on s'est doté d'un plan régional de milieux humides et hydriques. Monsieur le maire en a parlé en 2023. Et dans la vision 2040, les orientations étaient claires suite à la consultation de 4000 Lévisiens. L'environnement était en haut de la liste. C'est un appel qu'on a entendu. Donc, on arrive aujourd'hui, en 2025, le 26 mai, on a adopté un règlement de contrôle intérimaire qui concerne la conservation des milieux naturels. Pourquoi adopter un règlement aujourd'hui? Le contexte est assez favorable d'un point de vue orientation gouvernementale. Il y a les OGAT qu'on appelle, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, qui amènent les territoires à modifier leur schéma d'aménagement pour intégrer l'adaptation au changement climatique, la conservation des écosystèmes puis la gestion des ressources en eau. En parallèle à ça, il y a un nouveau régime législatif qui donnait des dispositions aux municipalités qui permet de se donner des outils pour protéger les milieux. Et en finalité, on est une ville MRC. On a une responsabilité d'assurer une compatibilité de notre schéma d'aménagement avec les plans régionaux des milieux humides et hydriques, le PRMHH. Donc, il y a un contexte qui permet à la Ville, aujourd'hui, en 2025, d'arriver avec une proposition et un règlement de contrôle intérimaire qui va lui donner les outils pour planifier sa conservation, puis concrétiser toutes les intentions qu'on avait dans nos différentes planifications. Je vais passer la parole à ma collègue Geneviève, qui est directrice de l'environnement, qui va vous expliquer plus en détail le règlement de contrôle intérimaire. Je pense que c'est un sujet pour lequel vous êtes ici, que vous voulez avoir plus de détails. Par la suite, on va laisser Mme Paradis accueillir les questions des gens, autant dans la salle qu'en ligne. Merci. Merci, David. Donc, on va rentrer dans un peu plus concret, un peu plus en détail dans le fameux règlement de contrôle intérimaire. Donc, RCI. Il va y avoir beaucoup d'acronymes, mais je pense que ça va raccourcir aussi notre intervention. La première question, c'est où s'applique le règlement de contrôle intérimaire. En fait, le règlement de contrôle intérimaire, il y a une carte qui est jointe à ce règlement-là. Ce sont des zones qui sont identifiées comme milieux humides ou naturels d'intérêt. Cette carte-là, vous pouvez la trouver aussi en ligne. Il y a une carte interactive dans laquelle vous pouvez faire des recherches et voir vraiment les zones sur des propriétés qui peuvent être la vôtre ou d'autres. C'est vraiment sur ces parties
parties, ces zones-là spécifiquement, que s'applique le RCI, donc les dispositions du RCI. C'est très important. Donc, si vous avez un lot entier, mais qu'il y a seulement la moitié du lot qui est dans une zone identifiée, c'est seulement cette moitié-là qui est soumise au règlement. Donc, ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le lot qui est touché, là. C'est vraiment la partie qui est sur la carte que vous pouvez observer. On va regarder la carte un petit peu plus loin, là, ça va être un petit peu plus concret pour vous. Ensuite, qu'est-ce que ça vise, en fait, un règlement de contrôle intérimaire? C'est vraiment d'interdire tout ce qui est susceptible de détruire, modifier, altérer l'état naturel des lieux qui sont identifiés dans ces cartes-là. On veut les préserver, on veut qu'ils gardent leur intégrité écologique, tous les services qu'ils peuvent nous offrir. Donc, ça peut comprendre des usages, des activités, des ouvrages, des constructions, des travaux dans ces zones-là. A priori, c'est interdit. Bien sûr, on a des exceptions. Je vais vous en présenter quelques-unes. On n'entre pas dans les fins détails, mais vous allez avoir les grandes lignes. Les exceptions visent particulièrement à maintenir des services essentiels à la population, actuellement ou dans le futur, à donner l'accès aussi au territoire à la population pour des activités récréatives, par exemple, ou encore à assurer la pérennité de certaines activités, dont les activités agricoles et forestières. Avant de rentrer dans les exceptions, on va regarder la carte un peu plus en détail. Je ne vous demande pas on ne zoomera pas aujourd'hui, mais je voulais vous présenter quand même des grands morceaux qui sont importants à connaître. La carte, vous l'avez à l'extérieur, vous l'avez vue en rentrant peut-être, donc vous l'avez sur un grand tableau à l'extérieur, vous pourrez le regarder un peu plus en détail. Il y a différentes couleurs, différentes zones. On va les regarder. Vous avez le plus visuel, c'est les zones en vert. Vert foncé, ce sont des tourbières qu'on est venu identifier un petit peu plus précisément. En vert plus clair, ce sont des milieux naturels, tous les autres types de milieux naturels qui sont identifiés. Et vous avez une zone hachurée en orangé qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui sur la carte, mais qui représente les milieux naturels. Ces milieux naturels-là sont un petit peu plus dans le périmètre urbain. C'est des corridors écologiques. C'est le fameux PGMN, plan de gestion des milieux naturels dont on parlait un petit peu plus tôt. Vous avez aussi une ligne mauve qui vient délimiter le périmètre urbain. Je vous parle de ça parce que dans le règlement, il y a des dispositions différentes, que vous soyez dans un milieu humide, dans une tourbière, dans un milieu naturel, dans le périmètre urbain, hors du périmètre urbain. Donc, il y a des particularités. Ça ajoute une certaine complexité pour certaines activités ou interventions, mais c'est important de savoir qu'il y a des distinctions dans ces milieux-là. Je vais aller un petit peu plus en détail dans la carte des zones, là, juste pour la carte interactive en ligne. On a eu beaucoup de questions, donc je vais prendre quand même quelques minutes puis ça va vous éclaircir un peu où s'applique ou pas le règlement. Donc, lorsque vous allez aller dans la carte interactive, il y a une barre de recherche. Vous allez pouvoir saisir une adresse ou un numéro de lot. Pour le numéro de lot, c'est important. C'est un chiffre en millions, mais il faut respecter les espaces comme vous le voyez à l'écran actuellement. Des fois, il est un petit peu capricieux. Donc, assurez-vous de faire vos espaces et vous allez, la carte va vous afficher avec une zone en surbrillance turquoise, là, le lot en entier. Sur le lot, vous voyez la zone en surbrillance, mais vous voyez aussi les petites zones. Donc, dans la carte de gauche, là, vous voyez dans le haut, je ne sais pas, je vais essayer mon pointeur, là, mais... Oh, non, voilà, je savais que ça ferait ça. Bon, on va oublier le pointeur. Donc, dans le haut de la carte, vous avez une petite zone du premier lot qui est en hachuré orangé et une autre plus petite zone encore qui est en vert clair. C'est vraiment juste ces zones-là qui sont soumises au RCI. Tout le reste du lot, c'est la réglementation actuelle ou déjà en vigueur là, qui continue de s'appliquer. Là, ce qui est particulier dans cet exemple-là, c'est que vous avez deux zones qui se chevauchent. Une hachurée orangée, donc le milieu naturel, et le vert clair, qui est le milieu humide. Ça veut dire que les dispositions pour ces deux types de zones vont s'additionner ou la plus restrictive va s'appliquer. Donc, il y a une particularité si vous avez deux couleurs sur votre lot. Mais le reste du lot, ici, n'est pas impacté. À droite, on a une autre situation. Encore une fois, vous avez votre lot en entier qui est en surbrillance turquoise. Dans ce cas-là, on a à peu près le 2/3 du lot qui est occupé par un milieu naturel, donc en orangé, mais il n'y a pas d'autres types de milieux. Donc, c'est vraiment juste les dispositions du milieu naturel qui vont s'appliquer. Et dans la portion où il n'y a pas de hachurée, donc le tiers restant, il n'y a aucune disposition qui s'applique. C'est les règlements normaux en vigueur actuellement qui s'appliquent. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas le lot en entier. Vous avez tous reçu une lettre, probablement. Donc, ceux qui ont reçu une lettre, on parle du lot, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le lot qui est affecté par votre règlement. C'est vraiment les zones qui sont identifiées à la carte.
On va rentrer un petit peu plus en détail dans les exceptions, donc ce qui peut être autorisé. Je vais quand même faire une petite parenthèse et un bémol important ici. Là, on vous présente les grandes lignes, les grands morceaux. Ça ne remplace pas le règlement. Je vous l'ai dit, il y a une certaine complexité dans ce règlement-là. Il y a des spécificités, des particularités, des exceptions qui sont très nichées, mais ça va vous présenter quand même ce qui pourrait être permis dans certains cas. Il y en a qui sont plus large que d'autres, mais je vous invite vraiment à vous renseigner. Si vous voyez des éléments là-dedans là, qui vous concernent, n'hésitez pas à questionner la Ville. C'est la meilleure chose à faire parce qu'on ne peut pas prendre ça pour acquis. C'est vraiment les grandes lignes. La première chose, si vous avez des constructions existantes sur votre lot, des ouvrages. Vous pouvez les entretenir, les réparer, les démolir, les reconstruire. L'important, c'est de respecter l'empiètement actuel. L'empiètement, c'est la largeur, la superficie qu'occupent actuellement vos installations. Donc, il faut les respecter, mais vous pouvez continuer à entretenir puis à occuper l'espace comme il est actuellement occupé. Ça pourrait être, par exemple, une réparation d'un revêtement extérieur ou l'ajout d'un second étage. Attention au sous-sol, attention au porte-à-faux. C'est considéré comme de l'empiètement, mais sinon, le second étage, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est évacuation des eaux usées, eau potable privée, vous allez continuer, c'est possible. Pour les bâtiments existants, là, on peut remplacer une installation septique sans problème. On peut refaire un branchement privé, on peut refaire un puits également ou les entretenir. Là, ça, il n'y aura pas de problème. Pour tout ce qui est rues, chemins, accès, infrastructures de transport, on peut entretenir les voies publiques, les voies privées, les rues privées que vous avez, il n'y aura pas de problème. Les chemins d'accès également. Les nouveaux chemins d'accès privés, il y en a qui sont possibles. Il y a des restrictions si vous passez dans un milieu humide, mais il y a des possibilités. Le chemin, on pourrait penser par exemple à un chemin où vous devez, il est enclavé vous avez un bâtiment enclavé par un milieu humide, puis vous devez le traverser au bout de votre terre, bien, vous pourriez faire un chemin, là, par exemple, dans cette situation-là. Les infrastructures récréatives, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. On veut donner accès à la nature à nos citoyens, donc on veut que les gens puissent continuer à en profiter. On vise les infrastructures récréatives à faible impact, donc sentiers pédestres, vélos, pistes de ski de fond. Les sentiers de motoneige qui ne nécessitent pas de remblai, de déblai, donc d'ajout ou de retrait de sol ou d'abattage, là, ça, il n'y aura pas de problème. Même les nouveaux sentiers. Puis, pour les sentiers de VTT de hors-route, on pourra continuer à les entretenir. On va permettre certains ouvrages, structures, accessoires dans ces milieux-là également, s'il n'y a pas de fondation. Ça pourrait être exemple de la signalisation. Si vous voulez faire de la signalisation, vous mettez une pergola, un préau, une petite tourelle, un mirador, là, il n'y aura pas de problème. C'est pas permanent, il n'y a pas de fondation, ce sera permis. Au niveau des activités agricoles et forestières, je parlais tantôt d'exceptions plus larges, d'exemptions plus larges. C'est le cas pour les activités agricoles et forestières. En fait, toute activité agricole est autorisée et peut être... vous pouvez faire comme... En fait, ils peuvent continuer à faire leurs activités actuelles, où ils pourraient faire des nouvelles parcelles là, dans les milieux qui sont identifiés. Donc, les activités agricoles sont permises. Attention, par contre, aux bâtiments ou aux infrastructures qui mènent à l'imperméabilisation. Ça, c'est une limitation dans le règlement. On pense à des bâtiments, des silos, des ouvrages, etc. Également, tout ce qui est bassin d'irrigation ou étang est limité. Au niveau de la récolte de bois, c'est la même chose. On n'empêche pas la récolte de bois. Tout ce qui est sylvicole, il n'y a pas de problème. On a encore des limitations au niveau de l'imperméabilisation des sols et au niveau du drainage, là, il y a des conditions à respecter. Les chemins aussi, agricoles, forestiers ou divers, sont permis. Il n'y a pas de restriction, à l'exception des chemins forestiers, là, où il faut avoir une prescription sylvicole et aussi à éviter les tourbières ouvertes. Donc ça, c'est des pratiques qui sont quand même connues, mais ici, on vient vraiment les camper dans le règlement de contrôle intérimaire. Donc vraiment, pour les activités agricoles et forestières, il y a une exemption très large là, dans le RCI. Un petit dernier, l'entretien de la végétation et des arbres. Donc, on peut maintenir l'entretien de la végétation que vous faisiez, que vous réalisiez actuellement ou par le passé. Assurez-vous, par contre, que cet entretien-là était légalement réalisé, c'est-à-dire qu'il était autorisé. Je peux penser à des cas où, des fois, on va aller dans la bande riveraine un petit peu trop près, puis on n'était pas nécessairement autorisé, mais ça ne l'est pas plus avec le RCI. Mais autrement, ce que vous entreteniez, vous pouvez continuer à l'entretenir comme auparavant. Donc, exemple, vous aviez de la pelouse autour d'un bâtiment, puis que vous aviez besoin de faucher ou de tondre, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à tondre même si vous êtes dans la zone.
L'abattage d'arbres aussi, c'est seulement sous certaines conditions, c'est-à-dire un arbre mort ou atteint d'une maladie. Puis là, je ne parle pas d'activité forestière, là, je parle d'abattage d'arbres sur un milieu naturel là, que vous auriez sur vos propriétés. Le contrôle des espèces exotiques envahissantes aussi là, est permis. On veut pouvoir contrôler les colonies, bien entendu. Il y a d'autres exceptions. Il y en existe plusieurs autres. C'est les principales. Il y en a des assez spécifiques aussi qui sont prévues au règlement. Et j'insiste sur le fait que probablement que chacun des lots, chacune des propriétés a des situations particulières. Donc, on en est très conscients. C'est pour ça on va vous suggérer souvent dans la soirée là, de contacter la Ville. Je pense que le mieux, c'est de regarder chacune des situations puis de bien comprendre le besoin puis la situation actuelle sur vos propriétés. Rappelez-vous que ce qui est autorisé au RCI, ça peut quand même nécessiter une demande de permis, soit à la Ville ou dans d'autres instances. Donc, c'est important de vérifier ça encore. Et si vous avez une situation existante qui est mentionnée au règlement, je l'ai dit un petit peu tantôt pour l'entretien de la végétation, ça doit avoir été réalisé légalement. Donc, quand on parle de situation existante, là, c'est vraiment si c'est autorisé actuellement avec les anciens règlements municipaux ou provinciaux. On vous a mis quelques exemples, j'en ai 6, on va y aller rapidement. C'est des questions qu'on a reçues là, dans les dernières semaines, donc on s'est permis d'en mettre quelques-unes. Vous avez une des premières questions, j'ai déjà obtenu un permis pour une construction sur mon terrain, est-ce que je peux la réaliser avec ces nouvelles mesures? Oui. Si vous avez un permis de la Ville, si vous avez toutes les autorisations et que vous n'avez pas encore réalisé vos travaux ou qui ne sont pas encore terminés, vous pouvez aller de l'avant. Assurez-vous encore une fois d'aller chercher vos autorisations auprès des autres instances. Vous avez une demande de permis en cours, est-ce qu'elle va m'être refusée avec ces nouvelles mesures? En fait, ça va dépendre. L'inspecteur au dossier va répondre à cette question-là avec vous dans le cadre de l'analyse de votre demande. C'est sûr que les demandes de permis qui sont en cours et déposées après le 12 mai vont être sont analysées avec les dispositions du RCI, mais ça va dépendre aussi de l'avancement de votre dossier là, dans la machine associée des demandes de permis. Est-ce qu'il est possible d'avoir une dérogation pour obtenir un permis si mon terrain est visé par ces nouvelles mesures? C'est un règlement de contrôle intérimaire. Donc, non, il n'est pas possible de faire de dérogation sur un règlement de contrôle intérimaire. C'est vraiment un règlement qui se veut, on l'a dit un peu, Mme Paradis l'a dit un peu tantôt, c'est une cloche de verre. Il n'y a pas de demande de processus de dérogation mineure comme on pourrait l'avoir dans le zonage. J'essaie d'aller vite parce que là, le temps file. Est-ce que je peux construire un cabanon? Pas dans un milieu naturel ou humide a priori, qui est identifié dans les cartes. Par contre, vous pourriez le faire à l'extérieur de ces zones-là si vous avez de l'espace. Mais il y a un petit mais. Ça pourrait peut-être être permis si vous avez déjà des sols imperméabilisés, c'est-à-dire bétonnés, en gravier, en asphalte, ou anthropisés, c'est-à-dire qui est déjà modifié par l'homme. Donc, renseignez-vous à cet effet-là. Si vous avez déjà des terrains qui sont altérés, il y aurait des possibilités. Est-ce qu'on peut tondre le terrain? Tout ce qui est altéré ou tout ce qui dénature ou altère le milieu, normalement, est proscrit. Donc, a priori, la tonte de pelouse ou le fauchage n'est pas permis si vous n'en faisiez pas par le passé ou si ce n'est pas une zone là, qui le justifie. Ensuite, est-ce que je peux planter ou abattre des arbres sur mon terrain? On y a un peu répondu pour l'abattage, mais pour la plantation d'une espèce, que ce soit ornementale, que ce soit indigène, est quand même considérée comme de la restauration. Donc, on veut pas... on veut que ça reste vraiment des projets de restauration qui sont bons et souhaitables pour le milieu naturel. Donc, ça peut être autorisé si vous rencontrez certaines exigences, mais ça demande quand même des documents justificatifs. Là, c'est quand même un projet, une restauration en soi. Donc, idéalement, on laisse les milieux naturels tels qu'ils sont. Donc, en résumé, pour les propriétaires, les projets qui ont un permis qui est déjà... Les projets pour lesquels un permis a déjà été délivré, mais dont les travaux ne sont pas encore réalisés, vont pouvoir être faits. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est dans un milieu ciblé, tout ce qui est déjà existant dans les milieux ciblés peuvent être maintenus, entretenus, poursuivis. Puis il y a certains projets, bien sûr, là, qui pourront être revisités là, dans le futur avec les nouvelles dispositions. On est là pour vous accompagner là-dedans. Le règlement a une durée, pas une durée fixe dans le temps. Le règlement va mourir de sa belle mort le jour où il va être intégré dans la réglementation d'urbanisme. Donc, on a un horizon d'environ 3 ans là, pour réaliser cette démarche-là. Donc, c'est ce dont le maire vous parlait un petit peu plus tôt. Donc, un petit résumé rapidement. Ce qu'il faut retenir pour vous, est-ce que votre propriété est concernée par le RCI?
les propriétaires qui sont touchés, dont une zone, que ce soit quelques centimètres, que ça frôle votre terrain ou vous avez des grandes portions sur votre terrain, vous avez reçu un avis au propriétaire, normalement. C'est un avis légal, donc c'est une obligation du gouvernement de vous aviser. Ça ne veut pas dire que c'est tout votre lot qui est concerné, mais vous avez au moins l'information sur le fait qu'il y a une portion de votre lot minimalement qui est touchée. Vous pouvez aller consulter la carte interactive dont je vous parlais un petit peu plus tôt là, pour vous renseigner sur la proportion justement de cette interdiction-là. Premier réflexe à retenir, évitez tout ce que vous pourriez faire dans ces milieux-là pour éviter d'être illégal ou de devoir faire de la restauration, de devoir faire des corrections. On préfère que vous posiez la question. Si vous avez des questions sur vos droits, vos restrictions pour le maintien de vos activités actuelles, appelez-nous. On va être là pour vous indiquer ce qui peut ou devrait être évité, ce qui peut être fait ou devrait être évité, pardon. Et si vous avez un nouveau projet ou une nouvelle intervention que vous voulez faire dans ces zones-là, appelez-nous aussi. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'exceptions. Il y a étonnamment des cas qui peuvent être réalisés quand vous pourriez penser le contraire. Donc, renseignez-vous, on va vous éclairer à ce niveau-là. Donc, vous pouvez communiquer avec la Ville en appelant au 311 ou en prenant le formulaire en ligne. Vous avez aussi toutes les données qui vont être disponibles. Actuellement, c'est par demande d'accès à l'information, mais on devrait tenter de les rendre disponibles bientôt. Donc, toutes les données géomatiques là, pour tout l'arpentage ou les shapefiles. Vous avez également plusieurs ressources en ligne. Là. La présentation va être disponible. Vous pourrez cliquer sur les liens au besoin. Et en terminant, je te laisse le mot de la fin, David. Ou Mme Paradis. Lévis réitère sa volonté de protéger l'environnement. Alors, son engagement envers la résilience climatique et la biodiversité. Puis, ce sont des mesures temporaires, comme on vous a mentionné. Ils sont cruciales pour un aménagement durable. C'est plus facile de protéger un milieu naturel que de restaurer. Alors, merci pour la présentation. Alors,